4e rencontre avec Christian Vernodon. Christian Vernodon, Johanna. Johanna Michel. Grâce à tes souvenirs, nous allons revenir 37 ans en arrière. 37 ans, c'est à un an près l'âge d'Alexandre Leontiev, ce ministre aux multiples portefeuilles avec lequel tu as travaillé comme VAT. Une chance pour toi, car Alexandre a des idées nouvelles. Et avec des batailles d'idées, mais des batailles positives d'idées. Parce qu'en fait, Alexandre, il voulait aussi insuffler des nouvelles visions de développement et qui remettent en cause notamment un certain nombre de situations acquises de certaines grandes familles ou certains entrepreneurs qui disent faut pas toucher, faut pas bouger, hein, c'est très bien comme ça. Et notamment le lobby qui était très fort et qui est resté très puissant dans toutes les décennies suivantes et qui voulait pas vraiment aider au développement d'une économie endogène, locale, industrielle, touristique et tout, c'est le lobby du commerce et des importateurs qui trouvaient très très bien en fait l'économie de comptoir qui avait été créée dans ce pays par l'implantation du CEP, où il y avait l'industrie qui était le CEP, parce qu'en fait le CEP c'était comme une industrie. J'ai toujours expliqué que le CEP a été à la Polynésie ce que l'acier a été à la Lorraine, quoi. C'était notre industrie qui a pris toute la place et qui du coup a étouffé notamment le tourisme. Le tourisme n'a pas pu se développer pendant toute la période du CEP parce qu'il n'y avait pas de place ni pour intéresser des capitaux à s'investir dans l'hôtellerie, dans le développement touristique, et encore moins de place pour intéresser des jeunes Polynésiens à embrasser la carrière touristique, à savoir des métiers où on travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an, dans des conditions d'horaires difficiles, et avec des salaires qui étaient au niveau des salaires des SMIC, quoi. Pas très intéressants, et en tout état de cause, infiniment moins sympathiques que tout ce qu'on pouvait trouver comme salaire dans l'administration, bien sûr, administration d'État, administration territoriale, mais aussi dans toutes les entreprises du commerce, des banques, des assurances, de l'énergie, et les entreprises sous-traitantes du CEP, où on était bien payé, très bien payé, en tout cas beaucoup mieux payé que dans l'agriculture, le farapou, la pêche ou tout le secteur touristique. Voilà. Et donc, dès 1982, j'ai complètement compris qu'avec Alexandre, que si on voulait construire une autonomie économique à ce pays, eh bien la clé, c'était d'arriver progressivement à réduire ces écarts qu'il y avait entre la sphère de l'économie protégée, donc les administrations, les commerces, les banques, les assurances, le DT, et donc la partie de notre économie exposée à la concurrence internationale, que sont le tourisme, tout ce qui tourne autour du tourisme, l'activité aérienne, et le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, les produits de la mer, qui sont en concurrence avec le reste du monde. Voilà. Et ça a structuré ça. Après, tout. À partir de là, et depuis, ça fait quoi maintenant ? Ça fait 82-2001.
2021, ça fait 40 ans. Oui. Ça fait 40 ans. Voilà. Et de ce que j'ai fait avec Alexandre. Ça t'a pas donné envie de lancer dans le monde politique? Pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'était très, très clair dans ma tête que je ne voulais pas entrer être affilié à un parti politique. Être affilié à un parti politique, devenir ministre, c'était clairement dans ma tête non. J'avais absolument pas cette ambition, cette envie, mais vraiment pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être dans le concret, c'est-à-dire de pouvoir acquérir un ancrage dans des structures opérationnelles. Les trains passeront après, en 84, le premier train qui passe pour m'ancrer dans le domaine opérationnel, c'est la fin de mon vataria, parce qu'en fait, j'avais fait un peu plus de 18 mois de volontaire à l'aide technique, et donc j'en sortais je sortais de mon service militaire. Alors, pendant les 18 mois où j'étais VAT, j'avais une indemnisation de VAT. Hein. Donc, c'était pas grand-chose. À l'époque, ça devait être 80 000 francs par mois, quelque chose comme ça. en étant chargé de mission, chargé de tous ces trucs-là. Voilà. Donc, ça n'a pas coûté grand-chose au pays, mes apports à ce moment-là. Et donc, le train concret qui passe en 1984, le 1er avril 84, j'ai fini mon service militaire. Et là, c'est Alexandre, à nouveau, qui propose à Gaston Floss et au gouvernement et aux professionnels du tourisme, qui avaient appris à me connaître par mes fonctions de chargé de mission d'Alexandre, de me propulser à 24 ans directeur général de l'OPATI, l'Office de promotion et d'animation touristique de Tahiti et des îles, que j'avais d'ailleurs contribué en tant que chargé de mission à remodeler en tant qu'institution, puisque avant, ça s'appelait l'Office du tourisme, créé par Alexandre Atta, l'Office du tourisme. Et donc, c'est dans les années 82-83 que l'Office du tourisme a muté en OPATI et que j'ai été, en fait, je crois, le premier directeur général de cet office.
l'OPATI s'occupait à la fois de toute la promotion extérieure au territoire, mais aussi de toute la partie animation ici interne en Polynésie. Alors animation au sens animation des comités du tourisme dans les îles, gestion des sites touristiques, dont le golf. Donc, l'OPATI était le gestionnaire du golf d'Atimaono. Et puis du jardin Vaipahi, de tous les sites touristiques. Et c'était très intéressant en fait de lier en un seul organisme à la fois la promotion à l'extérieur, mais aussi la mise en valeur du produit interne. Intéressante. La mise en valeur du produit interne, parce que en fait tout ça procède d'une logique marketing complète. L'une des choses que m'a apporté aussi l'ESSEC, parmi les cours qui ont été les plus intéressants pour moi à l'ESSEC, ça a été justement les cours de marketing, où on apprend que tout ça est une chaîne, et que pour pouvoir vendre un produit, encore faut-il savoir clairement, avoir une idée précise de c'est quoi le produit que l'on veut vendre, et d'en être complètement imprégné. Et c'est là aussi où, quand je compare un petit peu ce qui s'est passé après, dans les décennies suivantes, et ce qui se passe aujourd'hui, où tout ça est éclaté, où il y a un GIE Tourisme, il y a après un autre établissement ou service qui s'occupe des sites, il y a un établissement spécifique pour gérer le golf, tout ça est éclaté en plein de structures. À l'époque, tout ça était réuni en une structure. Et autre chose qui, pour moi, est très importante, Alexandre, et avec lui, donc, d'autres personnes très importantes de la construction de ce pays et de l'autonomie de ce pays, dont le président Floss, mais aussi Jacques Denis Drolet. Jacques Denis Drolet, qui a été une personne capitale dans la construction de l'autonomie de la Polynésie. C'est lui qui, déjà dans les années 60, avec John Te Ariki, avait poussé pour que le premier directeur général de la Socredo soit un Polynésien, mon papa. Voilà. Alors que ça paraissait être pas raisonnable, de mettre un Polynésien à la tête de la première banque de développement. À l'époque, le patron de l'Office des Postes, les patrons de toutes les banques, les patrons de toutes ces grandes institutions étaient des Européens, étaient des forcément Français. des Français, des métropolitains. Jamais des Polynésiens. Jamais. Et ben là, voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre les pas de mon papa en matière d'océanisation des cadres, comme on dit techniquement, dans le langage administratif, en étant nommé à 24 ans directeur général de l'OPATI et en étant entouré à 100% que de Polynésiens avec lesquels j'ai vécu 5 années. J'ai été directeur de l'OPATI pendant 5 années. Magique. Les Polynésiens qui étaient avec moi, il y avait, je vais en oublier forcément et tout, mais il y avait Manuel Terey, il y avait Patrick Picard-Robson, il y avait Thierry Sanfort, il y avait notre regrettée Esther Tefana, avec qui j'ai fait le tour du monde pour aller chanter partout, notre belle Polynésie, nos belles chansons, au Japon, en Italie, aux États-Unis, en Suisse, partout. J'ai fait le monde entier pendant ces 5 années, faire la promotion de notre beau pays et surtout de notre belle culture. Parce qu'en fait, ce que
tous les touristes potentiels qu'on allait voir à Chicago, à Milan, à Tokyo, à Santiago du Chili. C'est le moment où on sentait qu'on leur donnait envie de venir nous visiter. C'est le moment où, après avoir fait des démonstrations avec des photos, des chiffres, on sortait les guitares et les ukulélés et on se mettait à chanter devant tout le monde. Esther, TV, Manuel Terrey et bien d'autres. Et on était souvent accompagnés aussi par des groupes. Les groupes de Gilles Hollande, les groupes de Coco Ota Ota, les groupes, voilà. C'était absolument magique et tellement fort de bonheur de partager cette joie de vivre, cette culture et cette envie de dire aux gens venez, Haile, venez chez nous, venez nous visiter, on vous accueillera avec plaisir et on vous fera découvrir notre culture, le Turei, les danses, les chants, la sculpture, voilà. Et donc je garde un souvenir très ému et d'ailleurs au cours des obsèques de Esther, il y a quelques jours, eh bien on s'est retrouvés plusieurs oui, de cette époque-là, voilà, pour accompagner Esther dans son voyage à Rotunohanoa là, et avec ce message de dire ben voilà, et Esther c'était pour l'Opati, avec d'autres grandes dames comme Marie Moa, comme Thierry Sanfort, la fille de Francis, mais bien d'autres, Isabelle, Agnès Litsoy, plein. Et donc voilà, c'était bien des personnes qui transmettaient dans le monde entier à la fois la compréhension de ce qu'est le peuple polynésien, de ce qu'il a à véhiculer, de ce qu'il a à partager avec le reste du monde, comme amour de la vie, comme amour de la beauté, comme amour du chant, comme amour de la communion ensemble par le chant, de transmission de ce qu'on a au plus profond de ses tripes par la danse, ce qu'exprime à merveille Marguerite Lai. Marguerite, voilà. Et puis voilà, je suis un peu triste aujourd'hui parce que ça s'est pas mal perdu, notamment dans les sphères officielles en fait. Mais je suis en même temps heureux, très heureux, parce que au fond de la société polynésienne et notamment auprès des jeunes générations, c'est en train de revenir, de revenir très fort. Et maintenant que c'est en train de revenir très fort, il faut que ça revienne aussi dans la vie économique et sociale. Dans la vie économique et sociale. Qu'on donne leur chance à tous ces jeunes. Comme on m'a donné à moi la chance d'être à 24 ans le directeur de l'Office du tourisme. Pourquoi aujourd'hui le directeur de l'Office du tourisme? J'ai rien contre la personne qui est aujourd'hui directeur de l'Office du tourisme. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi on n'a pas pu trouver un ou une jeune polynésienne pour être directrice du GE Tahiti Tourisme? Voilà, c'est ce genre de questions que je me pose en ayant l'espoir qu'on va retrouver une Polynésie dans laquelle on fera confiance aux Polynésiens, on fera confiance aux Polynésiennes, on fera confiance aux jeunes, comme Alexandre, comme Gaston Floss, comme Jacques-Denis Drolet, ont su me faire confiance à l'époque et me propulser comme ça.
Ataioro, erori, ere te puasu. Haere taua I te poi poi I te matete. E ho taua I te pahua, arawe toa mai te maoa. Arawe toa mai I te whawharu e te urupe. Ahu e pauroa I te pane matete. Haere taua I te boi boi I te matete. E ho taua I te pahua, arawe toa mai te maoa. Arawe toa mai I te whawharu e te urupe. Hau e pauroa I te pane matete. Ahu e pauroa pahua, mi te hue maoa. Taioro I te matete. Ça a été 4 années, ça a été 4 années de bonheur. 5 années, 84-89. J'étais directeur de l'Office du tourisme. Mais je alors, n'ai pas été que ça. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi tu as changé? Alors, parce que entre 84 et 89, j'ai pas été uniquement directeur de l'OPATI. Pendant que j'ai été directeur de l'OPATI, entre 84 et juillet 85, j'ai continué à suivre pour le compte d'Alexandre Léontief, du gouvernement, de M. Floss, et qui était devenu alors président à part entière en 84, avec le nouveau statut. Et avec le nouveau ministre des Transports, nommé par Gaston Floss à partir de 1984, qui était Alban et Lacotte. Et donc, avec Alexandre, avec Alban et Lacotte, avec Jacques-Denis Drolet, avec le président Floss, j'ai continué à particulièrement, tout en étant directeur général de l'OPATI, travailler sur le dossier d'Air Polynésie, du transport aérien interinsulaire, dont j'étais devenu le grand spécialiste, puisque j'avais travaillé dessus au cabinet d'Alexandre. Et là aussi, en fait, l'objectif, c'était de passer à une autonomie concrète en matière de transport aérien interinsulaire, en faisant en sorte que ça ne soit plus une filiale d'UTA, Air Polynésie, qui assure la desserte interinsulaire en Polynésie française, mais une société détenue majoritairement par des Polynésiens, des capitaux locaux, et, en conséquence, dirigée par des Polynésiens. Puisque, jusqu'en 85, Air Polynésie, qui avait pris la suite du RAI, qui lui-même avait pris la suite de la toute première Air Tahiti, créée par monsieur Marcel Lasserre et par sa sœur, madame Bobby, voilà, dans les années 50. Donc, Air Polynésie, en 84, assurait la desserte des archipels de Polynésie avec des vieux avions, des vieux Fairchild, à la tête d'Air Polynésie, le PDG était M. Séné, qui était le directeur général adjoint du TA. Les directeurs locaux étaient des expatriés du TA. Le dernier, donc, c'était Michel Nouaille. Et puis, tout le comité de direction était composé exclusivement d'expatriés du TA. Il n'y avait aucun Polynésien au comité de direction d'Air Polynésie. Et donc, entre 84 et juillet et septembre 85, il y a eu 2 projets concurrents de reprise d'Air Polynésie par des Polynésiens. Donc il y a eu un premier projet qui s'est appelé Tahiti Airlines,
société donc fondée et après développée par Quito Brown Ortega, qui en était le président directeur général. Et Quito Brown Ortega donc s'est associé avec d'autres partenaires financiers locaux et ensemble ils ont proposé au président Floss de faire en sorte que UTA cède Air Polynésie à cette société Tahiti Airlines pour ensuite, en fait, remplacer les Fokker Fairchild de 128 par des jets, des petits jets, des F-28, qui devaient être achetés d'occasion à TAT, société française, Monsieur Marché, avec l'intermédiation, pour cette opération, de Monsieur Bill Ravel, voilà, qui était l'intermédiaire. On parle déjà de Bill Ravel. Oui, bien sûr, Bill Ravel, il avait déjà à ce moment-là quitté définitivement la Calédonie pour s'implanter ici en Polynésie. Voilà. Avec des projets, des dossiers dans le domaine du transport international de carburant, dans lequel il est toujours d'ailleurs, et donc il voulait aussi jouer un rôle dans le développement du transport aérien autonome en Polynésie, comme il a fait en Calédonie, puisque c'est M. Ravel qui a été à l'origine de la création d'Air Calédonie International en Nouvelle-Calédonie, avec l'acquisition d'une Caravelle au départ, achetée pour très peu d'argent et revendue avec une belle culbute au gouvernement calédonien. Voilà. Donc il avait déjà à l'époque l'intention d'essayer de faire ce genre d'opération ici en Polynésie. Et moi, donc, je suis arrivé dans cet environnement où, en fait, a priori, tout était ficelé pour que ça soit effectivement que UTA cède la majorité de ses actions dans Air Polynésie à Tahiti Airlines, donc représenté par Quito Brown Ortega, qui était allé rencontrer Monsieur Lapôtre à Paris pour lui dire voilà, il faut que tu me donnes Air Polynésie, parce que c'était quasiment ficelé. Et donc j'ai été le trouble fait qui est arrivé avec une contre-proposition, à la fois en matière de choix de flotte, en expliquant que il fallait surtout pas acheter des Fokker 28 avions à réaction pour desservir la Polynésie, parce que premièrement, ces appareils ne pourraient desservir qu'un très petit nombre d'îles en Polynésie, compte tenu des pistes et des infrastructures que ça requérait, par comparaison avec les ATR qui étaient en train de sortir des usines de Toulouse, qui eux pouvaient se poser dans pas la totalité, mais dans 90% des pistes existantes en Polynésie, et que, par ailleurs, sur un trajet Papeete-Bora Bora, par passager, un Fokker 28, ça consommait 8 fois plus de carburant qu'un ATR. Voilà. Oui, c'était un argument de poids, ça. À la fois écologique et économique. Mais bon, c'était pas forcément l'intérêt des pétroliers.
Et j'ai heureusement trouvé en Alexandre Léontief, en Alban et Lacotte et en Jacques-Denis Drolet 3 personnes qui ont décidé de monter au créneau pour défendre auprès de Gaston Floss qu'il fallait plutôt envisager ce que je proposais en termes de choix de flotte et de choix donc de modèle de développement du transport aérien interinsulaire en Polynésie par rapport à la proposition donc faite par Quito. Et un jour donc je suis allé voir Alban qui était ministre des Transports et je lui ai dit tu sais si tu me donnes ton accord, moi je me propose d'aller rencontrer à Paris monsieur René Lapôtre et de lui proposer la solution suivante, de céder 70% des actions d'Air Tahiti, d'Air Polynésie à des actionnaires polynésiens, en gardant 15% pour ETA et les 15% des petits porteurs locaux qui existaient déjà, et les 70% à racheter par des intérêts polynésiens. Je vais demander à M. Lapôtre qu'il accepte de céder 25% pour 1 franc symbolique au territoire. Alors il m'a regardé et m'a dit, mais attends, jamais, jamais M. Sédou, M. Lapôtre, qui sont des têtes du TA et tout, vont accepter un truc pareil, de céder pour 1 franc symbolique 25% de la société au territoire. J'ai dit, écoute, moi je veux essayer, mais la contrepartie, c'est que le pays accepte de donner une licence d'exploitation pour le long terme à Air Polynésie, pour qu'Air Polynésie achète non pas des jets, mais des ATR, et que Air Polynésie reste une société qui, bien qu'ayant le territoire actionnaire à 25%, reste une société privée gérée de manière privée, avec 75% d'actionnaires privés, dont UTA, mais aussi des nouveaux actionnaires privés polynésiens. Et donc, Alban me dit, bon, c'est un truc. Écoute, je pose la question au président, Gaston Floss. Donc, il va poser la question au président. Le président, il dit, mais il est complètement fou, le jeune, là. J'ai dit, ça va jamais marcher. Mais enfin, s'il a envie d'essayer, qu'il essaye. Et c'est comme ça que je suis parti voir monsieur René Lapôtre, au siège du TA, dans le bâtiment du TA, la Défense, là, qui m'a reçu. Il m'a reçu pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, il m'a dit, je suis d'accord, Christian. Tu peux rentrer à Tahiti et dire à M. Floss que je suis d'accord avec la proposition. UTA cédera pour 1 franc symbolique 25% d'Air Polynésie au territoire. C'est une belle victoire. Et depuis, le territoire, le pays maintenant, n'a jamais remis 1 franc au capital d'Air Tahiti. Jamais remis 1 franc. Les 14% que le territoire détient encore dans le capital d'Air Tahiti lui ont coûté 1 franc. 1 franc. Par ailleurs, j'avais dit à M. Lapôtre, il y a 45% du capital que je vais essayer d'aller vendre, alors cette fois, à des actionnaires polynésiens. Et c'est comme ça que j'ai pris mon petit cartable. J'ai fait le tour de la ville. En juillet-août, c'était 1985. Et que j'avais préparé ce qu'on appelle un business plan aujourd'hui, en disant, voilà, Air Polynésie qui perd tout le temps de l'argent, qui a des problèmes insurmontables de tarifs très très élevés, de fréquences très insuffisantes, de panne parce que c'est des vieux avions. Elle peut rebondir
très rapidement, mais en changeant du jour au lendemain, très rapidement, la flotte, en achetant des ATR 42, en les finançant avec de la défisque, parce que c'était les premières lois Ponce. Donc j'ai été le premier utilisateur de la défisque, de la loi Ponce. J'ai même expliqué aux banquiers parisiens comment ça fonctionnait, la loi Ponce, comment on pouvait acheter des avions en défisque aux grandes banques nationales, en ayant à l'arrivée des loyers avec taux d'intérêt négatifs. Les grands patrons plus âgés disent « c'est pas possible ». Donc j'ai travaillé avec les plus jeunes, d'ailleurs des collègues de l'ESSEC. J'ai dit « mais si, tu vois là les schémas et tout, tu vas l'expliquer à ton chef qui peut nous prêter à taux négatif grâce à la défisque ». Et puis donc avec ce business plan, j'ai fait le tour de la ville et en l'espace de quelques semaines, j'ai convaincu quasiment tous les groupes de la place, toutes les banques, la Socredo, la Banque de Tahiti, la Banque de Polynésie, tous les groupes, les Vannes, les Sioux, les Vong, les Moux, les Martins, les Moananui, les Traki, tous les groupes, de devenir actionnaires, petits actionnaires d'Air Tahiti. Et ils le sont toujours aujourd'hui, 40 ans après. Ils le sont toujours, actionnaires d'Air Tahiti. Ils avaient acheté leur action à UTA, et après ils ont participé une fois à une augmentation de capital dans les années 87 pour justement compléter le capital pour acheter les avions. Et après, vogue la galère, Air Polynésie, que j'ai eu la chance et l'honneur de diriger avec Matt également pendant 27 ans, de 85 à 2013. Donc, a plus jamais sollicité ses actionnaires, et notamment le pays, qui n'avait mis qu'un franc. Et de 90 à 2010, même de 85 à 2010, a assuré petit à petit le développement de la desserte de tous les archipels, de toutes les îles de Polynésie. Parallèlement, des aéroports se créent partout. Au fur et à mesure que des aéroports se créaient, au Tuamotu notamment, Air Tahiti y allait, desservait, même si c'était structurellement déficitaire, mais ça faisait partie de notre ADN, de notre mission, de dire nous sommes le transporteur aérien polynésien qui a pour mission de desservir toute la Polynésie, y compris toutes les îles où c'est pas intéressant financièrement et tout. Donc on est allé partout.
avais abandonné la casquette du tourisme à l'époque? Non, puisque j'ai été nommé, moi, PDG d'Air Polynésie en octobre 1985. Donc j'ai cumulé la casquette de PDG d'Air Polynésie, devenu Air Tahiti le 1er janvier 87, avec celle de directeur général de l'OPATI jusqu'en 89. Donc de fin 85 à 89, j'étais à la fois PDG d'Air Tahiti. Ça veut dire que tu ne chômais pas? Ah, j'avais des journées bien remplies, mais l'autre chose que j'ai toujours pratiquée, c'est le travail en équipe. J'ai toujours, en fait, travaillé en équipe, parce que tout seul, on ne peut pas arriver. Et en équipe, avec des cercles concentriques, avec un premier noyau dur d'équipe, par exemple à Air Tahiti, donc le comité de direction, avec l'autre chose aussi que j'ai appliquée, dont j'avais bénéficié, c'est que du moment où j'ai été nommé... Ah oui, alors il faut que je raconte que après que je revienne de Paris avec dans ma besace que UTA a accepté de vendre 25% d'Air Polynésie pour un franc symbolique au pays, et puis que j'ai réussi à faire acheter par tous les locaux et les autres actions, la conséquence, c'était qu'il y avait un changement radical de composition du conseil d'administration d'Air Polynésie, où là où avant il y avait quasiment que des représentants d'UTA métropolitain, avec 2 administrateurs locaux qui étaient Jacques-Denis Drolet et René Queneau, avec cette modification du capital, il ne restait plus qu'un seul représentant d'UTA au conseil d'administration en octobre 85. Et donc, de nouveaux administrateurs représentant la nouvelle physionomie du capital d'Air Polynésie, dont, pour représenter le territoire, le ministre Alexandre Léontief, ministre de l'économie et du tourisme, le ministre des Transports, Alban Lacôte, le secrétaire général du gouvernement, M. Jean Pérez. Voilà donc les 3 administrateurs qui représentaient le territoire, en contrepartie des 25% que détenait le territoire. Après, il y avait un représentant de l'OPATI, Laris Kindinis, choisi par ses pairs, Laris Kindinis. Il y avait un représentant de la Socredo, le directeur général de la Socredo de l'époque, qui était mon papa. Un représentant des personnels, pour la première fois, Tazout Taoutini. Et puis donc Monsieur Séné pour représenter UTA et moi-même. Et donc à la veille donc de la réunion pour la première fois du conseil d'administration dans cette nouvelle composition, Alban Lacôte m'appelle et me dit voilà Christian, on n'est pas encore d'accord avec le président Floss sur l'identité de qui va être le président directeur général qui va remplacer M. Séné et qui va être le directeur général. Et donc, est-ce que tu accepterais que demain, en conseil d'administration, on te nomme PDG par intérim, en attendant qu'on trouve qui va être le vrai PDG? Et là, immédiatement, j'ai dit, pas de problème, je suis d'accord. Je suis rentré chez moi, j'habitais chez mes parents. Je suis rentré chez moi, j'ai raconté ça, ma maman, elle était folle d'inquiétude, mais t'es fou. Qu'est-ce que t'as été accepté dans cette galère d'être à 25 ans, hein, PDG d'Air Polynésie, alors que c'est une société où il n'y a que des coups à prendre et tout. J'ai dit, non, je sais, maman, je sais ce qu'on va faire et tout. Voilà, donc ça c'était fin octobre 85. Nouveau train qui est passé. Quel train? Mon plus beau train. Oui. Qu'après, dans lequel j'ai été pendant 27 ans. Hein. Voilà. Et puis, dans la foulée, il fallait réunir 15 jours après
un nouveau conseil d'administration pour désigner un directeur général. Et là, Alban me dit, bon, ben écoute, on a vu avec le président Floss, nous, on aimerait bien proposer que tu te mettes quand même à tes côtés un non-polynésien, un pro, quoi, un vrai pro, parce que polynésien, c'est pas pro, hein, par définition, hein, du transport aérien. Puis toi, t'es 25 ans et tout, bon... t'es un peu jeune. T'es un peu jeune, et puis bon, on t'a mis... De toute façon, t'es par intérim. Donc il faut que le pilier, celui qui va gérer, celui qui va faire la stratégie, le machin, il faut que ça soit un homme d'expérience. Un homme d'expérience, un métropolitain. Bon. Il se trouvait que M. Ravel avait un candidat à proposer. Il s'appelait M. Famin. Alors là, j'ai dit, mon Dieu, ça commence bien. Si je me retrouve PDG dans une société où le directeur général, c'est un homme à Ravel, je vais finir à Noutagnan. Je vais finir à Noutagnan dans l'année qui suit, hein, parce que j'étais déjà parfaitement conscient. Et puis mon papa m'avait averti et éclairé, hein, du danger de ce genre de personnage qui les Ravel, les Haddad et autres. Hein. Il y a quelques autres noms qui me trottent dans la tête, mais bon, et qui sévissaient déjà à l'époque. Je parle de Haddad parce que Haddad, il avait essayé de venir me faire des choses pas normales quand j'étais directeur de l'office de l'Opathie, quoi, hein. J'avais refusé aussi. J'avais refusé catégoriquement. Et donc, je me mets en quête de trouver un directeur général polynésien. Tu devais bien avoir le nom d'un candidat en tête, Christian Bernaudon. Tu nous le révéleras samedi prochain. Merci d'avoir relaté, grâce à tes souvenirs, une page de l'aviation de Tahiti. Et merci à Yves Lambert qui a enregistré, monté et illustré cette émission.